Finance et aujourd'hui on va... Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va parler de l'action BNP Paribas. Alors, juste avant de commencer, voici la première vidéo sur 30 vidéos où je vais parler pendant 30 jours sur une action par jour. Donc ça c'est un petit défi que je me suis fait. C'est tout simplement de me dire, ben voilà, pendant un mois, je vais poster une fois par jour et je vais traiter globalement d'une action, que ce soit du CAC 40 ou une action du marché américain. Évidemment, je préfère le marché européen, donc ce seront plutôt des actions européennes, voire même françaises. Alors, pour la première action que nous allons traiter ensemble, c'est l'action BNP Paribas. Alors, on va segmenter les vidéos en 4 parties. Donc, à chaque vidéo que je vais faire le secteur, ensuite les avantages, les inconvénients et la valorisation actuelle de l'entreprise. Est-ce qu'elle est surcotée, sous-cotée ou bien cotée? Alors, pour BNP Paribas, il faut savoir que c'est une action financière. Donc, on peut la classer dans le secteur financier. Et dans ce secteur financier, vous avez le secteur bancaire. Donc, c'est un sous-secteur du secteur financier qui est un grand secteur. BNP Paribas est une banque qui a comme 3 piliers majeurs donc de son PNB, donc son produit net bancaire. Il est réparti grâce à la banque de détail, comme beaucoup de banques, de la banque d'investissement et un petit peu d'assurance. Alors, je l'ai cité dans l'ordre, donc c'est majoritairement la banque de détail qui rapporte à BNP, en tout cas qui a sa plus grosse activité. Ensuite, la banque d'investissement et ensuite tout ce qui est les assurances ou autre gestion qu'une banque peut faire. Alors, BNP, il faut savoir que c'est une des plus grosses banques de France, enfin c'est la plus grosse banque de France en termes d'actifs sous gestion et la deuxième plus grosse banque européenne. Donc ça signifie tout simplement que ça fait de BNP une banque systémique. C'est-à-dire que c'est une banque qui, si elle coule, entre guillemets, va faire beaucoup plus de dégâts qu'une banque qu'on peut appeler isolée. Alors maintenant, de nos jours, vu que les banques ont de plus en plus de difficultés à évoluer dans un environnement qui est de plus en plus compliqué, la plupart des banques deviennent de plus en plus grosses, se raréfient et deviennent de plus en plus systémiques. Ce que ça veut dire, tout simplement, ça veut dire que il y aura de moins en moins de banques, mais il y aura de plus en plus de grosses banques fortes. Donc, ce qui est un avantage pour certaines banques et une mauvaise nouvelle pour d'autres banques. Donc, le secteur financier, c'est un secteur qui est assez particulier puisque le but du secteur financier, contrairement aux autres entreprises, il est purement capitalistique. Il est purement le fait de faire de l'argent. C'est le secteur faire de l'argent pour faire de l'argent. Il n'y a pas vraiment de but vraiment final. Un secteur financier, on sait que la finalité pour lui, c'est faire de l'argent le plus possible, faire le plus de gros bénéfices. Alors, la plupart des entreprises, c'est ça, mais en finance, plus particulièrement. Donc là, je vais traiter un petit peu tout ce qui est avantages et désavantages, entre guillemets, inconvénients, pour BNP Paribas. Donc un avantage que j'avais cité tout à l'heure, c'est que c'est une banque systémique. Alors, c'est un avantage qui, éthiquement, n'est pas forcément acceptable. C'est-à-dire que, bon, se dire, c'est une bonne nouvelle qu'elle soit systémique, parce que si elle coule, bah, elle fera couler beaucoup d'autres personnes avec, donc on va éviter de la faire couler. C'est un petit peu, pardonnez l'expression, c'est être tenu par les couilles. Concrètement, c'est ça. Une banque systémique, c'est elle tire les autres par les couilles. Donc, de par sa position dominante et systémique, elle a un gros avantage et a plus de chances d'être sauvée, si besoin d'être sauvée, qu'une autre banque qui peut être toute petite et en difficulté. C'est une banque qui est très diversifiée. Donc, je ne sais pas si quand vous vous baladez dans la rue, vous avez déjà vu des gros panneaux écrits BNP Real Estate. Donc, c'est BNP Immobilier. Donc, ils sont pas mal investis dans l'immobilier. Ils ont beaucoup de secteurs d'activité où ils investissent. Il faut savoir qu'une banque, c'est une sorte de gestionnaire de fonds. C'est-à-dire qu'ils vont investir aussi leur argent pour posséder des parts d'entreprise. C'est une sorte de grosse holding qui a beaucoup d'argent et qui achète des parts dans beaucoup d'entreprises qui leur rapportent aussi de l'argent. Donc une banque ne gagne pas que de l'argent par les crédits de la banque de détail, mais elle gagne aussi de l'argent de par ses investissements. Et BNP est très diversifié en termes d'investissement.
Elle a aussi une grosse capacité à encaisser les problèmes, c'est-à-dire tout ce qui est récession ou autre, tandis que c'est une banque systémique et qui a un des plus gros bilans et une des plus grosses gestions d'actifs en sa possession. Ce qui fait d'elle qu'elle a une sorte de gros coussin d'amortisseur qui lui permet d'amortir facilement les différentes crises et différents problèmes. Ensuite, on peut voir que c'est une banque qui a survécu à 2007-2008, c'est-à-dire que beaucoup de banques, depuis 2007 et 2008, soit ont disparu, soit sont complètement en faillite comptable, ce qui n'est pas le cas de BNP Paribas. Et quelque chose qui est très intéressant chez BNP, c'est sa politique de dividende. On en reparlera tout à l'heure aussi dans les inconvénients. La politique de dividende de BNP Paribas est orientée en faveur de l'actionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont une politique de dividende qui est de faire une croissance du dividende. Donc si vous regardez l'historique du dividende, annuellement, il a toujours été croissant. On regarde et on observe une baisse du dividende durant la crise des subprimes, mais c'est tout à fait normal, c'est même logique qu'une banque baisse son dividende, voire coupe le dividende en cas de problème, comme il est en train de se passer durant la crise du Covid. On voit même que l'année suivante de la crise des subprimes, BNP Paribas a repris sa dynamique de croissance du dividende, qui est un message fort aux investisseurs, disant que nous avons les capacités de continuer à travailler et à payer nos actionnaires convenablement, malgré les événements extérieurs, malgré les événements économiques extérieurs. Et un dernier avantage aussi de BNP Paribas, c'est son bilan financier. C'est un des bilans financiers des banques qui est quand même le plus solide, qui est le plus avantageux. On voit qu'il y a des bons retours. Il y a des bons retours sur les investissements. Donc, quand vous mettez vous de l'argent, la banque arrive à en faire quelque chose. Il y a quand même une capitalisation qui est assez élevée, un chiffre d'affaires qui est correct, des bénéfices qui sont, ces derniers temps, ne sont pas croissants malheureusement, mais restent stables. Donc la plupart du bilan, la totalité du bilan financier de BNP Paribas est correct pour l'instant. Alors je dis pour l'instant, puisque les inconvénients de BNP Paribas sont aussi une partie de ses points forts. C'est-à-dire que c'est une grosse banque systémique, mais le problème, c'est que c'est un vieux dinosaure. Donc, pardon de l'expression, mais c'est un vieux dinosaure, c'est-à-dire que BNP est une forte banque de l'ancien monde, mais dans un monde qui se digitalise avec les systèmes de blockchain ou les banques en ligne. BNP a beaucoup de clients qui ont du mal avec cette transition digitale et elle a du mal à mettre en place des outils de digitalisation. Elle a lancé une banque en ligne qui ne fait pas non plus l'unanimité. C'est pas une grosse banque en ligne, elle a un peu du mal à se développer. Donc ça, c'est un des points faibles de BNP Paribas. Savoir aussi que sa structure de fonctionnement est très matérielle, donc elle n'est pas très digitalisée. Et ça, on ne peut pas l'anticiper sur le bilan financier. Pour l'instant, le bilan financier de BNP Paribas, il est bon, il est ce qu'il est, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler durant cette transition vers la digitalisation. Et sur ces aspects-là, moi, je préfère voir des banques qui sont déjà un petit peu plus digitalisées pour voir l'état du bilan. Après, pour revenir sur la politique de dividende de BNP, donc j'avais dit que c'est une politique de dividende qui est intéressante pour l'actionnaire, mais il faut savoir que l'actionnaire aussi, il ne doit pas regarder l'argent qu'il reçoit, mais il doit regarder la soutenabilité de l'argent qu'il reçoit. C'est-à-dire que ces dernières années, le bénéfice de BNP Paribas n'a pas grandement augmenté, voire a stagné, alors que le dividende a augmenté. C'est-à-dire que l'actionnaire est de plus en plus payé, mais le bénéfice de l'entreprise ne bouge pas trop. Donc le problème est qu'au bout d'un moment, BNP va devoir décaisser de plus en plus par rapport à ses bénéfices, ce qui peut lui nuire dans sa politique d'investissement, et on peut douter de la soutenabilité d'un dividende avec une telle politique sur le long terme. Ensuite, par rapport aux dividendes, toutes les banques sont sujettes à ce problème-là, le sujet de la Banque Centrale Européenne. Les banques de nos jours ne sont plus aussi indépendantes qu'avant et dépendent fortement de la politique de la Banque Centrale Européenne, ce qui est un inconvénient, mais qu'on peut aussi classer dans les points forts, puisqu'elle subit aussi la protection
de cet organisme qui, je le rappelle, hein, la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire faillite. Alors, en ayant vu un petit peu tout ça, en vue du bilan financier de BNP Paribas, de ses points forts, de ses points faibles et de l'avenir potentiel de BNP Paribas, on ne peut pas dire que BNP Paribas est sous-évalué. Actuellement, son cours est de 45 euros. Elle est ni surévaluée, elle est correctement valorisée. À 45 euros actuellement, en vue du bilan actuel, BNP Paribas est correctement valorisée. Elle n'est ni surévaluée ni sous-évaluée. Donc ce n'est pas une action actuellement que j'irai acheter maintenant à un prix pareil, puisque moi, j'achète que des trucs sous-évalués. Mais pour un investisseur lambda, ça reste une action pour le long terme qui reste correctement évaluée. Donc voilà, c'était la première vidéo sur les 30 vidéos que je vais faire sur des actions. Je vais en sortir une par jour. J'espère que ce format vous plaît et à la prochaine.